Merci d'être en direct de Siloé Télévision dans ce débat spécial qui oppose toutes les tendances politiques qui sont représentées ici, donc toutes les opinions. Donc les opinions seront donc diversifiées. Nous parlons des questions d'actualité, gestion du Covid-19 par l'autorité publique, prorogation de l'état d'urgence. Est-ce important à l'heure actuelle? Nous parlerons également du procès de Vital Kamerhe qui va intervenir dans 2-3 jours. Nous parlerons également de la plainte de l'évêque pasteur Mukuna, qui est le coordonnateur de l'éveil patriotique contre Joseph Kabila et ses complices. Je reçois donc dans cette émission à ma droite M. Bob Bolaboué, qui est président du RPDR et cadre de la Mouka de Martin Fayoulou et les autres. Merci d'être chez nous. Maître Blanchard Mungumba, qui est également de la Mouka, Nouvel Élan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Maître Michel Kitoko, leader du club de patriotes. Lumumbiste de profondeur et non de périphérique. Vous êtes de la Mouka, FCC. Je suis lumumbiste de profondeur et non de périphérique. Je suis pour la nation, je suis pour le peuple, je suis pour ma patrie. Norbert Yambamba, qu'on ne présente plus, un classique de l'UDPS. Merci d'avoir répondu également à notre invitation. Merci beaucoup, même si je connais bien que mon frère qui est à côté de moi, qui est avec lui plusieurs années, c'est un nationaliste souverainiste du FCC. D'accord. Bon. Le débat va commencer. Premier sujet, gestion du Covid-19. Est-il important de proroger l'état d'urgence donc en République démocratique du Congo de 15 jours encore? Président Bolaboué, la question doit être adressée premièrement. Est-ce qu'il fallait proroger une fois encore l'état d'urgence au regard de l'évolution de la pandémie? Bon, merci beaucoup pour la question. Je pense que la pandémie existe réellement. Ça fait beaucoup de dégâts au niveau des États-Unis, au niveau de la Chine, en Europe également. Personnellement, j'ai eu à perdre beaucoup d'amis en France. Pas moins de 30 personnes qui sont parties. Donc pour dire que réellement, cette pandémie existe. Maintenant, nous avons remarqué que par rapport à l'Afrique, l'hécatombe qu'on nous avait, comment dirais-je, prévu n'a pas eu lieu. Jusqu'aujourd'hui, il y a à peine 2000 morts à peu près, toute l'Afrique réunie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger. Il faudrait que les gens soient vraiment mobilisés, les gens soient vraiment prudents. Mais comment voulez-vous que les gens soient mobilisés lorsque ceux qui sont censés, comment dirais-je, gérer cette pandémie le font avec beaucoup de légèreté? Quand vous voyez, par exemple, au niveau de la communication, au niveau même de la gestion de cette pandémie, ça donne l'impression comme si cette maladie n'existait pas. Et quand vous circulez dans la rue, les gens commencent à se poser que si réellement cette pandémie existait. Donc maintenant, on nous dit qu'il faut prolonger. Déjà, on avait un état d'urgence pour 1 mois, vous savez. On a prolongé 15 jours. Faudrait-il encore prolonger? Oui, mais pour quelle finalité? C'est déjà fait. Très bien. Moi, je dis que il faudrait qu'on réfléchisse. S'il faut prolonger, tout simplement, pour imiter ce qui se passe ailleurs, je veux dire en Europe, ça ne sert à rien. S'il faut prolonger parce qu'on va prendre des mesures, comment dirais-je, appropriées, jusque-là, la pandémie ne fait qu'augmenter. On nous annonce tous les jours de nouvelles, comment dirais-je, personnes qui sont atteintes. Donc, les mesures prises, quelque part, ça pose problème. Les gens qui sont confinés aujourd'hui, ils en ont marre. Ils commencent à se poser la question, est-ce qu'on va mourir de la pandémie ou on va mourir de la faim? Parce que les mesures d'accompagnement ne suivent pas. Donc s'il faut prolonger, il faudrait que l'État aussi puisse mettre, comment dirais-je, des mesures d'encadrement, autrement ça ne sert à rien. C'est la question que tout le monde se pose. Doit-on mourir de la faim? Doit-on mourir du Covid-19, Maître Michel Kitoko? La prorogation de l'état d'urgence pose problème. Bon, moi, ce n'est pas la prorogation de l'état d'urgence qui pose un problème. Le problème se pose au niveau de la prise en compte des données réelles de cette pandémie au niveau de l'Afrique centrale. Et c'est là que l'équipe multisectorielle de lutte contre la pandémie devait s'y atteler pour apporter des réponses claires. Nous sommes face à une situation qui demande une information scientifique. Et l'information scientifique n'a pas de couleur politique. Ici, cette question, pour moi, n'a rien à voir avec la Mouka, FCC ou voire même CASH. Nous devons avoir une perception scientifique de la situation au regard de la question de comment cette maladie fonctionne.
Moi, je suis parmi les rares Congolais qui suis entré en contact avec Didier Raoult pour avoir des informations. Je l'ai fait parce que je suis patriote, je l'ai fait parce que je vais avoir des informations en ce qui concerne la propagation de cette maladie. Et qu'est-ce qui m'a été signalé par ces grands savants? Ça m'a été signalé que cette maladie ne peut pas résister en Afrique, là où la population consomme la plupart de produits antipaludéens. Ce qui m'a été signalé. Est-ce que l'équipe multisectorielle a cette capacité d'entrer en contact avec les grands scientifiques du monde pour savoir pourquoi il n'y a toujours pas l'hécatombe? Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours pris les risques ici pour dire, non seulement aux officiels de mon pays, mais aussi à la population, de ne pas trop paniquer par rapport à ça, parce que cette maladie n'aura pas le même impact que ça a donné aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. Tout simplement parce que les laboratoires confirment que cette maladie ne peut pas résister aux antipaludéens, notamment la quinine, notamment les autres chloroquine et les autres maladies. Lorsque vous prenez la chloroquine, vous l'associez avec azithromycine, qui est une mesures antibiotique. prises par les États européens, notamment le confinement, il ne fallait pas l'appliquer chez nous. Non, non, justement, vous savez, là où je reproche cette équipe multisectorielle, ils savent très bien que le président de la République n'est pas un médecin. Il avait besoin des avis des grands scientifiques pour orienter sa politique. Mais j'ai comme l'impression qu'on l'a induit un peu en erreur. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous regardez la Chine au niveau de Yuan, c'est à Yuan que le problème a commencé. Mais la Chine a confiné Yuan. Et Pékin continue à fonctionner. L'économie tournait à Pékin et dans d'autres villes. On a confiné que la ville où il y avait des problèmes. Mais ici chez nous, on va confiner toutes les provinces de la République au nom de quelques cas ici à Kinshasa. Alors qu'il n'y a que 7 provinces qui sont touchées en confinement. Non, le problème n'est même pas cette province qui est touchée. Le problème, c'est que le dégât que cette maladie peut engendrer dans notre pays n'a pas d'impact que la malaria qui tue 20 000 personnes par an. Donc cette pandémie, quand je regarde bien son impact au niveau de l'Afrique centrale, ça concorde avec le propos des grands savants qui pour moi ils sont dans la médecine des sacerdoces, ils ne sont pas dans la médecine des finances. Ils disent des choses telles qu'elles sont. Et moi je pense que ça n'a pas assez d'impact comme ça se passe en Europe ou aux États-Unis. Maître Blanchard Mungomba, votre point de vue par rapport à ce sujet, était-il important de proroger à nouveau l'état d'urgence de 15 jours? D'abord, merci pour la parole. Sur le plan de droit, c'est sur fond de l'article 144 que cette prorogation est justement reconnue. Donc, sur ces points, il n'y a pas trop à dire puisque c'est une recommandation qui est constitutionnelle. Mais le vrai problème, c'est justement au niveau de la prise en compte ou de mesures d'accompagnement que devrait en principe prendre les gens, c'est-à-dire l'équipe qui nous gouverne aujourd'hui par défi. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que dans une république où les gens ont en tout cas un pouvoir d'achat qui ne résiste pas à leurs problèmes sociaux, vous demandez justement à ces populations de se confiner, de rester à la maison autant de jours pour que nous puissions lutter contre cette pandémie. C'est une très bonne chose que de lutter face à cette pandémie puisque nous ne pouvons pas accepter. Non, mais je ne dis pas qu'il ne fallait pas proroger. Je dis que la prorogation ne pose pas problème. Là où moi, je m'insurge un peu, ou là où j'essaye de sortir un peu de mon silence, c'est la manière de faire de ce qui nous gouverne aujourd'hui par défi. Parce que un parent responsable, ce n'est pas ses parents qui dit à son fils, voilà, il ne faut pas sortir parce qu'il y a la maladie dehors, mais c'est lui qui met en place des mesures pour que l'enfant ne se sente pas dans l'obligation de sortir. Regardez comment les gens vivent à Kinshasa. Donc, les gens sont obligés de sortir chaque matin pour aller chercher de quoi manger, chercher de quoi, en tout cas, tenir sa maison, puisque nous n'avons pas de pouvoir d'achat, les gens n'ont pas de compte en banque, les gens n'ont même pas de provision. Et sur cette question, lorsqu'on nous demande de proroger, c'est une très bonne chose puisque c'est constitutionnel, mais qu'est-ce qui vient juste après cette prorogation? Est-ce qu'on tient compte du fait que lorsqu'on prend plus de jours dans le confinement, que ça affecte le social de population ou l'on se limite simplement à des mesures préventives, ce qui n'est pas mauvais puisque nous sommes pour ça, mais il faudrait, là où moi j'insiste, c'est que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui par défi devront comprendre qu'ils ont la charge également de prendre en charge, de prendre à bras le corps la situation sociale des populations, puisque c'est ce qui pose problème aujourd'hui dans notre pays. Norbert Mbamba, vous êtes du CACH, vous êtes de la coalition qui dirige. Ceux qui dirigent par défi, comme il l'a dit,
doivent prendre en compte les mesures sociales ou économiques qui doivent accompagner cette prorogation de l'état d'urgence, qui n'est pas effective sur le terrain. Il faut retirer de la circulation ces concepts dirigés par défi. Ces concepts, ça n'a pas de place. C'est pas sur cette discussion qui fondamentalement est intellectuelle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à écouter mes co-débatteurs, j'ai eu l'impression que on fait un diagnostic, mais alors superficiel. Et puis, tout le monde déplore, mais personne ne dit qu'est-ce qu'on doit faire. Vous proposez Aucune proposition. Aucune proposition. C'est quoi votre proposition? C'est ça l'élite. Et c'est ça l'écosystème politique de pourriture intrinsèque. Quand on est à l'opposition, quand on n'est pas d'accord avec un régime, on décide des propos, mais on ne propose pas. Si vous étiez à la place, on fait quoi? Dans une situation où vous avez... J'attendais quelqu'un ce matin, un budget, semble-t-il, de 5 milliards et demi. Certainement que le président a poussé pour qu'effectivement on puisse encore drainer de l'argent pour qu'on aille jusqu'à 11 milliards. On ne peut pas non plus remettre en question cette dynamique parce que nous sommes encore... point de vue par rapport au sujet? Oui, mais je suis en train de répondre. Et donc, je voudrais simplement dire que lorsque on est intellectuel, surtout lorsqu'on s'autoproclame intellectuel, il faut réunir les différents éléments d'analyse. Et vous construisez la matrice et vous essayez de tirer des conclusions concluantes. D'accord. Vous dites, la seule mesure que j'ai entendue, parce qu'il y a des mesures préventives. Les gens sont allés dans le sens que les gens puissent justement suivre un certain nombre de mesures. On n'en revient pas. Mais les gens insistent, et j'ai entendu les différents sons de cloche dire qu'il faut des mesures fondamentalement sociales, c'est-à-dire en fait la prise en charge. Et c'est là justement que je faisais allusion, n'est-ce pas, au budget, en disant, nous avons combien d'argent? Nous avons combien d'argent? Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, certes, à France, on essaie de prendre les choses à main. Mais c'est 3 000 milliards de dollars, 400 milliards de dollars du budget annuel. On veut parler des États-Unis, mais c'est 20 000 milliards de produits intérieurs brut. Et le Congo-Kinshasa, ça ne représente rien. Et donc, j'ai beaucoup aimé quand Michel disait que bon, on veut imiter l'Occident. Mais on ne va pas imiter l'Occident en tout pour tout. Il faut utiliser la politique de ses moyens. Et on s'est dit, prévenons. Et il a même sous-estimé les choses en disant, mais combien de morts? La malaria tue plus que le coronavirus. C'est que la situation n'est pas gravissime. Mais entre-temps, ils disent, mais prenez les gens en charge. Mais prenez les gens en charge, nous sommes combien? Si dans l'hypothèse, il faut prendre les gens en charge, il faut remettre de l'argent chaque maison. On est 96 millions de personnes. 96 millions, s'il vous plaît. La France, 60 millions, tout au plus. Et alors, maintenant, là, il faut maintenant distribuer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mais on dit non. Les mesures économiques, on ne voit pas. Même les moindres mesures, on ne voit rien sur le terrain. Non. État d'urgence. Quand on est venu ici, vous n'avez pas nettoyé cette table ici avec un désinfectant. On ne voit rien. Mais vous avez nettoyé. Quand on est allé se faire maquiller là, il y a eu un désinfectant. Et puis, chacun de nous dispose de masques, de cache-nez. Est-ce qu'on sait saluer, mon ami? Non, ne soyons pas hypocrites dans certaines choses. Il y a des choses pour lesquelles, lorsque c'est réalisé et c'est pris comme position politique, il faut savoir mettre ça à la place publique, au lieu véritablement de remettre en question tout ce qui a été le confinement. Écoutez, les médecins qui prennent en charge des malades, les caches que vous dites qu'ils dirigent, les caches, qu'est-ce qu'ils bénéficient lorsqu'on confine la ville de la Gombe, la commune de la Gombe? On bénéficie de quoi? On veut qu'on réduise. C'est chaque jour. Aujourd'hui, on vient de dire qu'il y a 35 cas de plus. D'ici là, on va atteindre 1000 cas. Alors maintenant, les taux de mobilité, les taux de circulation, vous savez c'est combien dans notre pays? On peut être aujourd'hui ici, un corona qui arrive. Vous avez parlé vous-même. C'est cette province maintenant. Quel est le taux de circulation, n'est-ce pas, de notre peuple? Dans les véhicules, dans les motos, etc., qui sont généralement incontrôlables. C'est de tout ça qui a été pris en considération pour qu'on puisse épargner le vie humaine. Nous avons toujours vécu des difficultés, je termine par là, on a toujours vécu des difficultés. Vous savez, cher ami, et Michel a raison,
On a fait une étude sur l'axe Kinkole. C'est 265 personnes qui sont enterrées chaque jour, simplement parce qu'il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'aspirine, il n'y a pas de chloroquine. Moi-même, j'ai fait une étude avec une équipe sur l'axe Mokali, jusqu'à Mutukuti Nave, un cimetière non fréquenté. 73 personnes enterrées chaque jour. Vous voyez, donc nous sommes dans une situation où le pays est en difficulté, il n'y a pas eu un système sanitaire organisé. Les gens se sont enrichis insolemment, ils n'ont pas pris les choses au sérieux, au point où tous les secteurs de la vie nationale sont complètement délabrés, il faut le remettre en selle, mais on ne peut pas le faire à 3 mois. On va prendre le deuxième sujet, mais on va essayer de revenir un peu à la fin de l'émission par rapport à ce sujet qui fait l'actualité, la plainte de l'évêque pasteur Mukuna, coordonnateur de l'éveil patriotique. Il a porté plainte contre l'ex-président Joseph Kabila, qui l'accuse des violations des droits de l'homme. Vous, Lamouka, vous avez été dans l'opposition pendant que Joseph Kabila était président, vous êtes encore dans l'opposition. C'est une plainte qui tombe à point nommé. Justement, je vais juste faire... on a déjà dépassé le sujet sur le coronavirus, mais juste une petite parenthèse. Votre question était de savoir s'il fallait ou non prolonger... l'état d'urgence ou pas. Voilà. Vous n'avez pas posé la question pour savoir s'il faut qu'on donne, comment dirais-je, qu'on donne des propositions pour ce qui concerne la gestion. Mais je vais vous dire une chose. Pas plus tard qu'une semaine ici, à l'hôpital cinquantenaire, on invite des femmes, des hommes et des femmes qui se plaignent. De quoi ils se plaignent? Ils ont été là-bas, on les a soignés, mais on les a gardés là-bas parce que l'État n'a pas pris, comment dirais-je, n'a pas honoré ses engagements, la prise en charge. Donc, ils sont là-bas, ils se plaignent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas malades, on ne donne pas des médicaments, mais si on là, on les garde. Voilà au niveau de la gestion. Ça a été réglé. Deuxième point. Vous savez, nous avons dit ceci. On demande, par exemple, aux taximens de mettre 3 personnes, pas 4. C'est une très bonne chose. Mais comme disait par exemple Macron, même Trump l'a aussi repris, nous sommes dans une guerre contre un ennemi invisible qui s'appelle le coronavirus. Mais quand vous êtes en guerre, c'est toute la population qui apporte sa contribution dans cette guerre-là. Mais l'impression qu'on a, en fait, moi, ce que j'ai comme impression, c'est comme si l'État a laissé toute la charge entre les mains de la population. Bon, c'est vrai, M. Emmanuel dit qu'il n'y a pas d'argent, tout cela. Mais quand vous prenez, par exemple, rien que pour les cache-nez, des gens qui ont déjà du mal pour acheter le pain le matin, on doit leur demander, en plus d'acheter des cache-nez, sinon on leur donne une amende de 5 000 francs. Mais non, c'est pas possible. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui... C'est pour les protéger. Je veux dire que l'État devait aussi prendre les choses en main. Lorsque, par exemple, on nous apprend que, comment dirais-je, Tamou Mwamba, pour ne citer que Tamou Mwamba, il a réhabilité le Sénat avec 4 millions de dollars, tout cela. Il y a eu un problème. Mais les 4 millions, on peut acheter combien de cachetés? Combien, comment dirais-je, on peut faire beaucoup de choses avec ça. 4 millions de dollars, on peut réflexionner Mamaïmo, on peut faire beaucoup de choses. Non, l'argent existe quelque part dans les poches des gens, mais puisque le gouvernement ou le pouvoir actuel a choisi de ne pas fouiller ou bien fouiner dans le passé, comme a dit M. Yamayamba, il y a des gens qui gardent l'argent. Ils ont tellement payé ces pays, on devrait aller chercher cet argent-là pour augmenter les budgets, pour faire face à tout ce que justement le corona nous pose comme problème. Voilà pourquoi l'évêque Mukuna a porté plainte contre voilà pourquoi l'évêque Mukuna a porté plainte. Mais l'évêque Mukuna, il y a un petit souci. Nous, au niveau de la Mouka, pourquoi on se bat? On se bat parce que le 30 décembre 2018, le peuple a élu un homme. Et vous savez qui? Martin Fayulu. Mais le problème, c'est quoi? Nous nous sommes battus ici pour une rupture. On s'est battu pour que Kabila et la Kabylie partent. De Rossi sont morts, des gens sont morts. Ils sont partis. Ils sont partis. Mais on s'est rendu compte que la Kabylie n'est pas partie. La Kabylie continue aujourd'hui encore à tirer les ficelles. La Kabylie, il a le Parlement, il a le gouvernement, il a presque tout. Nous disons que le combat continue contre la Kabylie. Félix s'interpose entre nous et Kabila. Il dit que touchez pas Kabila, c'est mon partenaire. Non, Kabila, ce n'est pas votre partenaire. Kabila, c'est l'homme et la Kabylie, c'est eux qui ont détruit ces pays. Ce n'est pas votre parti, c'est son partenaire. Nous, on dit que, ok, d'accord, nous continuons à combattre Kabila et la Kabylie et tous ses alliés, y compris FCC et y compris Cash. Maintenant, Mukuna s'arrête justement dans ce combat-là. Il a choisi. Lui, il combat Kabila, il épargne justement le Cash. Là, nous ne sommes pas d'accord. C'est là où notre combat
comment dirais-je, s'oppose tout simplement. Nous nous battons contre la Kabylie et tous ses alliés. Moukouna, lui, il a choisi de se battre contre justement Kabila, pas contre Félix. Donc, nous disons que c'est la distraction. D'accord, c'est de la distraction, c'est aussi votre point de vue. Il doit non seulement combattre Kabila, mais avec tous ses alliés, tous ceux qui sont en train de piller le pays aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Hier et aujourd'hui. Vous savez que moi, je suis en train de vivre un spectacle désolant dans les chefs de conscience de ceux qui pensent être intellectuels dans ce pays. Et j'ai entendu tout à l'heure là quelqu'un dire, lorsqu'on s'autoproclame intellectuel, on doit pouvoir disposer des éléments qui consistent, à orienter la situation du pays lorsqu'il y a un problème qui se pose, et deux, à proposer des solutions. Vous comprenez? Je suis aussi étonné de voir que le média de notre pays en font une tribune d'ascension de ces messieurs qui soi-disant pasteur ou évêque dans ce pays, qui n'a rien à voir avec le vrai problème qu'on devait traiter de ce pays. Je suis vraiment étonné. Hein? Le Congo mérite 100 fois mieux que ce qu'on est en train de débattre là sur l'évêque Mukuna. Je suis vraiment désolé de vous le dire de cette manière-là. Il a porté plainte contre un moi, s'il vous plaît. Mon pays, le Congo où nos aïeux ont versé le sang pour nous léguer, le défi à relever, nous devons entrer, si nous voulons entrer dans la profondeur, c'est 100 fois plus que les débats de Mukuna ici sur le plateau. Mais tenez, parce que vous en avez évoqué, je vous fais comprendre tout simplement que quand vous regardez le contenu de toutes ces affabulations à l'interne. Contre qui? S'il vous plaît, il dit contre l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, ainsi de suite. Tout ce qui est repris, ce sont des dossiers connus au niveau de la justice de notre pays. Soit qu'il y a eu un procès, il parle de Tchebeya. Il n'y a pas eu un procès de Tchebeya ici dans ce pays. Il parle de Tungulu. Il n'y a pas eu un procès. Tout ce qu'il raconte là, je me suis dit, mais dans quel monde on est? On est où là? Mais parce que la science politique, dont je suis formateur, me fait comprendre dans sa quintessence essentielle, la ligne conduite, que lorsque vous mélangez la spiritualité religieuse avec la politique, ça pose un problème. Vous pouvez vous retrouver quelque part. Il y a un leader dans ce pays que vous connaissez trop bien, leader de Bundu Dia Congo. Il a mélangé la spiritualité avec la politique. Vous connaissez où se trouve aujourd'hui, au CNPP. J'étais parmi les rares Congolais qui demandaient que sa place n'est pas Makala. Et j'étais persuadé que ce monsieur souffrait de quelque chose qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, CNPP venait de déceler des éléments importants à ce qui les concerne. Vous voulez dire que Mukuna ne va se mêler de la politique? Lorsque vous mélangez la spiritualité religieuse avec la politique, ça pose un problème. Et même Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le champion qui a marqué la ligne de démarcation entre, qui a posé les jalons de la laïcité, il a dit, de par cette phrase, donner à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsque un homme de Dieu ne sait pas faire cette démarcation, ça pose problème. Croyez-moi que ça pose un problème au niveau de lui-même et au niveau de ses adeptes. Donc pour moi, ça posera toujours un problème, et d'ailleurs ce n'est pas l'objet aussi essentiel pour orienter notre pays vers son avenir et son devenir. Merci beaucoup. Maître Blanchard Mongoma, quelle est votre lecture de cette plainte, de cette situation qui oppose aujourd'hui Mukuna et l'ancien président de la République? D'abord, premièrement, je voudrais corriger peut-être quelque chose qui est sorti de vous. Vous aviez dit que nous sommes de l'opposition. Non, nous disons que nous sommes dans la résistance, parce que pour nous, je crois que j'ai entendu de mes co-débatteurs, c'est que c'est un débat, mais puisque ça fait débat, nous devons clarifier que nous considérons que les amis qui gèrent aujourd'hui, ils gèrent par défi, parce qu'ils n'ont pas été choisis démocratiquement par le peuple. Qui dit démocratie dit respect également de normes, notamment la non-utilisation de la machine à voter et autres. Donc pour nous, nous ne pouvons pas admettre que nous puissions être considérés comme une opposition, d'autant plus que les gens qui sont en face de nous n'ont pas été élus démocratiquement. Maintenant, revenons sur la question de Mukuna. Déjà, je voudrais élaguer le fait sur la procédure. Donc, nous considérons que M. Mukuna, c'est un kabiliste qui s'est battu. J'ai entendu en face que il a battu campagne il a battu campagne pour Chadari. Il s'est battu d'ailleurs
pour que Kabila fasse un troisième mandat ici. Vous allez vous souvenir certainement lorsque les amis du PPRD étaient allés voulaient incendier en tout cas l'église catholique à Lingwala, Mukuna est sorti pour appuyer cela. Lorsque les évêques et l'abbé Chollet est passé pour dénoncer la manipulation des chiffres par la commission électorale nationale indépendante, c'est Mukuna qui est passé pour s'attaquer aux évêques, notamment le cardinal Laurent Monsengo. Donc c'est pour dire que la personne de Mukuna, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais ce qui est important, c'est le fond de la matière. C'est que Mukuna reproche. Nous pensons qu'il y a justement débat là-dessus, puisque Mukuna reproche notamment les crimes contre l'humanité. Il reproche notamment, parmi le fait, tel qu'il présente son dossier, le fait, nous disons que ces faits-là sont également les faits que nous continuons à reprocher notamment à M. Kabila et son système, ce qui fait qu'il y a justement possibilité que la justice se saisisse de cette question, puisque récemment ici on a vu, puisqu'on a parlé de Nemwana Semi, on a vu comment on a tué les adeptes de ces messieurs, et jusqu'à aujourd'hui même les ONG de droits de l'homme, je sens un silence, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Donc à l'époque de Kabila, quand Kabila était encore à la manette, c'est tout le monde qui criait, mais maintenant que Kabila s'est caché de visage, mais son système continue, les ONG, certaines ONG pensent qu'il faudrait se taire puisqu'il faut soutenir tel ou tel autre système. Donc nous disons, dans le fait, nous sommes d'accord qu'il faudrait justement voir clair sur toutes ces questions. Mais là où nous disons qu'il y a un jeu, il y a un flou, donc le FCC et les caches amènent justement Mukuna à distraire le peuple pour écarter le peuple du vrai combat. Et le vrai combat du peuple ici, c'est lequel? C'est que le FCC et les caches est en conflit avec le peuple, parce que les préoccupations de ce peuple, les désidératas de ce peuple, jusqu'à ces jours, ne trouvent pas gain de cause, ne trouvent pas de réponse. Mais pour écarter le peuple de ces vrais débats, le débat sur la légitimité, les débats sur son social, les débats sur des questions existentielles même de sa souveraineté en tant que peuple, on amène un certain Mukuna pour nous distraire, alors qu'ils savent très bien que ça ne va pas aboutir. Pourquoi ça ne va pas aboutir? Si vous voyez sur le plan de la procédure, je veux finir par là. Sur le plan de la procédure, d'abord, nous disons que Mukuna, ce qu'il a déposé, ce n'est pas une plainte, mais il a fait une dénonciation. Puisque la plainte, ça doit respecter justement la forme. Donc, il n'y a pas de soubassement, il n'y a pas de preuve, et il écrit comme quelqu'un qui il énonce ses pensées et il se limite là. C'est pas comme ça au niveau de la justice pénale que les choses se passent. Mais maintenant, on reviendra à vous d'un moment à l'autre. Norbert Yamba, vous avez suivi l'affaire du début jusque maintenant. L'affaire est maintenant en justice. Il y a quand même de quoi reprocher à l'ancien régime des violations des droits de l'homme. Je suis quand même très heureux de participer à ces débats. Et ça fait un bail que je vis Blanchard. On a toujours été chaque fois avec mon ami. Ils sont toujours gentils, avec des mots mesurés, avec respect mutuel. Et moi, je suis très content en fait de ce genre de débat. Mais Blanchard, qui est juriste, pour qui beaucoup de respect et de considération par rapport à votre compétence sur la question, je crois qu'il y a des débats d'actualité, mais il y a aussi des débats démodés, il y a des débats dépassés, il y a des débats essoufflés. La question de l'élection, c'est une question dépassée, qui n'est plus à l'ordre du jour. Parce que personne, depuis que nous faisons cette discussion, personne n'a démontré, au travers de preuves flagrantes, que Martin, dont tu connais beaucoup de relations, beaucoup d'estime pour lui, etc., avait gagné les élections. Ni la CNI, ni la Cour constitutionnelle. Ni la Cinco. Bon, écoutez, la Cinco, etc., qui n'est pas une institution publique, en fait. Voilà. Donc, ces débats-là, on risque de verser dans la distraction. Je voudrais également calmer mon frère pour dire que c'est vrai qu'il a raison. Hein. Moi-même, j'ai suivi comment on appelle ça, centenaire ou cinquantenaire? Cinquantenaire, des gens se plaignent, etc. Bon, ça arrive. Hein. Et quand les gens se plaignent, et c'est ça justement l'esthétique et l'ambiance démocratique. Les gens se plaignent,
il y a eu des solutions d'urgence pour comprendre qu'il y avait un problème, etc. Et puis bon, voilà, donc aujourd'hui, il n'a qu'à vérifier. La situation n'est pas comme par le passé. Je continue à insister qu'on n'a pas de moyens, et j'ai beaucoup aimé. C'est un gars de grande expérience. Il sait qu'il faut prendre les gens en charge. Mais il a inséré un élément important. Oui, un élément important, c'est ce que nous sommes en train de vivre, c'est une guerre. C'est une guerre bactériologique. Alors, il y a des efforts de guerre. À la fois, le gouvernement de la République, y compris la population. Là où je ne suis pas d'accord avec, quand il dit, on voit seulement la population faire des sacrifices et non le gouvernement. Moi, je dis, ah non, le gouvernement de la République est en train de se battre. Il y a eu de l'argent défarqué. Et d'ailleurs, les questions, par exemple, des cache-nez, des masques dont on parle, etc., il y a même Alibaba qui a disposé plus de 900 000 masques qui vont venir, etc. Le gouvernement de la République aussi a pris contact. Ce n'est pas pour rien que le président de la République a pris contact avec le président de Madagascar, avec ce qu'ils ont inventé comme produit antipaldéen, etc. Donc, des contacts sont pris, des moyens sont mobilisés pour qu'on puisse trouver véritablement une solution durable dans la mesure de nos moyens, de nos possibilités. Alors, je reviens à la question de Mukuna. Okay. Mes frères, et j'ai toujours dit à mon frère Michel Kitoko, qui généralement, bon, pas généralement, mais c'est un politologue. Mais quand vous regardez les sciences politiques aujourd'hui, il y a une diversité de sciences politiques. Il y en a ceux qui refusent même de se faire appeler politologues, des politistes. J'ai suivi hier Pascal Boniface dit de politicotistes. Donc il y a une série. Et ce n'est pas le fait d'être politologue pour appréhender la complexité de la réalité. Ça, c'est la première chose. Sinon, vous allez refuser aux paysans. Et je m'excuse beaucoup. Vous allez refuser aux paysans d'avoir le droit de citer simplement parce qu'ils sont politologues. Ils ne sont pas politologues. Et donc, il faut, toute proportion réservée, n'est pas véritablement aller dans cette généralisation moins concluante. Mais à la question de Mukuna. Mukuna, c'est un citoyen congolais. Et tout citoyen congolais peut faire une dénonciation. Tout citoyen congolais peut implémenter l'action publique. Tout citoyen congolais peut faire le monitoring. Et je voudrais aussi informer Michel par rapport à ça. Je m'intéresse à la question. Je n'aime pas dire ce que je représente en termes de dose intrinsèque sur la question de la gouvernance, mais je vous informe qu'il y a une différence entre la spiritualité et la religion. Je parlais de la spiritualité religieuse. La religion, c'est une institution. En tant qu'institution, elle est une composante de la société. En tant que composante de la société, elle doit apporter ce point de vue. Il n'est pas religieux. Je me suis beaucoup. Il est spirituel. Je me suis beaucoup. Donc, l'intervention de Mukuna, c'est une intervention qui est liée à une composante de la société qui voit les choses passer et qui apporte ce que lui pense. Et là, Blanchard n'a pas raison quand il dit « Mais c'était un kabiliste ». Non, je termine par là. C'était un kabiliste. Ah non. Pour ceux qui savent comment on prie, on pose toujours la question à la personne. Quel est votre aujourd'hui? Hier, vous avez été avec Dieu, etc. Aujourd'hui, si vous sortez, vous commencez à faire n'importe quoi. Donc, votre aujourd'hui, vous n'allez pas dire que j'étais avec Dieu. Merci. Non, alors pour cela, Blanchard reconnaît que s'il faut être véritablement kabiliste, c'est sa filière. Parce qu'ils ont travaillé plusieurs années. Et on a vu comment ils sont entrés au gouvernement. Oui, bien entendu, à côté d'Adolphe Mozito. Et donc, ils ont travaillé plusieurs années. Ils ont parlé des concepts économiques déjà démodés. Et mais il n'y a pas eu de résultat. Qui se ferait appeler kabiliste? Mukuna ou Mozito qui a été premier ministre de Kabila, qui s'inclinait à tout moment et qui visiblement simplement cause de la démocratie que l'on voudrait construire. Alors là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse incriminer Mukuna. Je suis d'accord que Mukuna fasse son travail en tant que citoyen. Merci beaucoup. Et bien, pour le reste, le contenu, ça c'est autre chose. Et donc, chacun peut prendre sa position. Je voudrais réagir à chaud puisque j'ai été cité par mon aîné que j'apprécie beaucoup. Vous avez cité plusieurs choses et ce n'est pas une bonne façon de faire le débat. Chacun prend la parole au moment
où il doit prendre la parole. Vous voyez, quand on a cité Moukouna, vous n'avez pas... Non, mais je sais que mon aîné n'est pas un moukouniste. Non, moi je suis un esprit. Voilà, il faut donc, pas me mettre au niveau j'ai de été ces cité, choses-là. j'ai le droit quand même de réagir. J'ai entendu mon aîné parler de Mouzito avoir utilisé les concepts économiques démodés. Ah non! Parce que mon aîné, c'est quand même, je connais sa capacité par rapport aux questions de gouvernance. Il sait qu'aujourd'hui, pour parler de PIB, pour parler de tous les indicateurs économiques dont il venait de faire allusion tout à l'heure, il fallait commencer quelque part. Et avant l'arrivée de Mouzito, il y a eu 1+4, mais on s'est battu avec tout ça. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu de concept démodé. Mouzito nous a amené justement à... Il y a des théories dont il n'a pas je crois que j'ai la parole. Je suis désolé, mais il y a des théories. Mouzito nous a amené à faire partir la République démocratique du Congo du concept pays pauvre et très endetté. Il y a eu annulation de près de 90... Non, c'est pour vous dire que Mouzito n'a pas utilisé des concepts démodés. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que le franc congolais continue à perdre sa valeur. Nous voyons comment est-ce qu'au niveau de l'économie, le social du peuple ne marche pas. C'est pour dire que Mouzito, c'est en tout cas un grand cadre qui a apporté son expertise en République démocratique du Congo. On ne peut pas les citer là où on cite un Moukouna qui était militant de première ère de Kabila et aujourd'hui il veut faire la même chose avec Tshisekedi. C'est là où nous disons que, s'il vous plaît, 2 secondes, c'est là où nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec Moukouna dans sa démarche puisque c'est juste du populisme pour chercher à se placer parce que son souci c'est de se faire une place pour espérer obtenir la présidence de la CENI demain. C'est ça le dessus de la carte. Mais ce que nous disons, c'est que M. Kabila a commis des choses. Et d'ailleurs, je veux dire que lorsque Mouzito a travaillé avec Kabila, ce n'était pas par clientélisme, c'était un accord politique basé sur le résultat. Et lorsque Mouzito a travaillé, il a apporté le résultat. Quand il a senti que le résultat pour lequel il s'était engagé, ça ne prenait pas, il a lâché. Et aujourd'hui, nous voyons son engagement, nous voyons son combat. Donc aujourd'hui, nous devons dire que utiliser Moukouna pour distraire le peuple, alors que tous nous savons que et M. Tshisekedi et Kabila, tous sont dans un même bateau, alors que Moukouna, lorsqu'il s'attaque à M. Kabila, c'est comme s'il avait un problème personnel sans tenir compte du fait qu'aujourd'hui, si Kabila politiquement existe, c'est parce que Tshisekedi est là. Donc aujourd'hui, Moukouna, qui ne nous amène pas dans la distraction, le peuple sait que s'il faut s'attaquer au système, le système c'est ce qui gouverne aujourd'hui Kabila et Tshisekedi, nous allons nous attaquer à ça. Et une question quand même qui fait jaser l'opinion, c'est justement la réflexion du Sénat. On a parlé d'un montant qui, quand même, pousse à réfléchir. 4 millions de dollars américains. La question a basculé dans une histoire privée. 4 millions de dollars américains. Comment vous réagissez? 4 millions de dollars américains, comme j'avais dit, on peut réhabiliter Mamayem. 4 millions de dollars américains, on peut acheter autant de masques pour la population qui est complètement dominée. 4 millions, on peut faire beaucoup de petits ponts dans les quartiers, on peut faire beaucoup de choses. Mais on nous apprend que pour réflexionner, comment dirais-je, le Sénat, il a fallu débourser 4 millions. Et cette dame-là, Ngouya, a posé juste une question au président du Sénat pour qu'il puisse se justifier par rapport à l'utilisation de l'argent. On a tous suivi ce qui s'est passé, comment est-ce que la dame a été humiliée. Mais, surprise, on apprend aujourd'hui qu'ils se sont réconciliés. La dame même, elle a demandé pardon. Le monsieur là, comment dirais-je, qui avait fait sauter l'avion. Tambo Mwamba. Qui avait donné l'ordre qu'on abatte un avion avec beaucoup de Congolais là-dedans. Aujourd'hui, ils se sont réconciliés. C'est ça les FCC. On est vraiment dans la distraction. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'effectivement, l'entreprise qui avait fait des travaux de réhabilitation de ces Libanais-là, ces Libanais est l'ami personnel de l'autorité morale. Du FCC. De l'autorité morale du FCC. Tout cela. Donc, ils se sont arrangés pour étouffer l'affaire. Voilà. Donc, ils ont distrait la population, hein, en pleine séance. Tout le monde suivait. Aujourd'hui, ils se sont réconciliés. Mais attendez. FCC a pris le pays en otage. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas digne d'une République. De toute façon, ça ne pouvait pas nous étonner. Le contraire, ça nous aurait étonné. Mais la manière dont ces gens sont arrivés au pouvoir, on le sait. Maître Michel Kitoko, c'est peut-être votre avant-dernier tour de parole, avant de chuter. Ça fait quand même réfléchir. Comment la réflexion du Sénat, 109, une centaine de places, peut coûter 4 millions de dollars américains?
Vous savez, lorsque vous posez cette question, c'est tout simplement parce que au niveau de la République, notamment, j'insiste encore, vous, le média, vous aimez et souvent prendre des éléments bruts et les éléments de ce que peut-être vous attendez via les réseaux sociaux. Je l'ai condamné et je continue à le condamner toujours, que notre pays n'a même plus le secret d'État au nom de ceux qui pensent détenir tous les secrets d'État et qui le placent sur la place publique. Je ne peux pas penser, encore moins imaginer que ce qui est raconté dans les médias que sont en train de faire le débat, ces chiffres-là, est un chiffre exact. Allez faire ce que nous appelons les médias d'investigation. Allez à la source. Honorable sénateur Alexis Tambomamba est vivant. Allez à son bureau, vous acquérir des informations et c'est sur base des informations, vous pouvez faire un débat de haute facture pour édifier les Congolais. Mais lorsque chacun peut prétendre connaître des choses via les réseaux sociaux, ça pose un problème. Et je le condamne toujours, que le secret d'État n'existe plus dans Vous avez fait des investigations en notre place? Non, s'il vous plaît. Le secret d'État n'existe plus dans notre État pour ceux qui prétendent connaître tous. Et vous allez voir que le président de la République va voyager. Vous avez manifesté même de ceux qui vont l'accompagner. Nulle part au monde. Hein. On va inviter quelqu'un sur le plan judiciaire, une autorité, la convocation dans les réseaux sociaux. Nos adresses à nous, Congolais, se trouvent dans les réseaux sociaux. Si on ne sait pas où se trouve M. Kitoko, les réseaux sociaux, on envoie ça et c'est le monde entier qui est au courant. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? La vérité, ce n'est pas ce que vous dites. Parce que moi, quand j'ai appelé certains services, on me dit oui, c'est des affabulations. Ce sont des choses que vous racontez. Ce n'est pas les bons chiffres. Vous comprenez? C'est quoi les bons chiffres? Non, on ne m'a pas donné les bons chiffres. On m'a dit que ce n'est pas les bons chiffres. Et lorsque je vois que la personne par laquelle le scandale est venu se réconcilie comme il vient de le dire, il se pose un problème. Interrogez-vous. Pourquoi chacun d'entre eux, chacun a demandé pardon à l'autre? Ils se sont réconciliés. Dans les 24 heures qui suivent, il y a une réconciliation. Et les autres continuent à fabuler, à continuer à faire le mythe autour de cette question. Non. Mais sortons de ce genre de débat qui n'est... Parlons franchement, vous avez appelé, on ne vous a pas donné le chiffre. Ce n'est pas ces chiffres. On m'a dit, ce n'est pas ces chiffres, ce n'est pas ça. C'est quel chiffre? Mais justement, allez là-bas sur place. Moi, je ne suis pas allé. Ouais, c'est 4 millions. Oui, mais c'est ce que les gens disent. 4 millions. Les Congolais aiment toujours un chiffre rond. Mais vous ne connaissez pas. Attendez, les Congolais aiment un chiffre rond. Et jamais 3 millions, oui, ça c'est 72 000, virgule, je sais pas quoi. On arrondit. Voilà, mais chacun arrondit toujours un chiffre rond. Et Caméré Vital, il a volé 12 millions. Toujours chiffre, 15 millions. Toujours chiffre rond. Tel a gagné les élections avec 60%. Toujours chiffre rond. Non mais attendez, sortons de ça. Entrons dans la science réelle, l'investigation qui nous permettent d'avoir des éléments réels. Vous comprenez? Alors, pour chuter quand même, parce que beaucoup de gens ont pris la parole en rapport avec la gestion de Covid-19, j'insiste, je persiste et je signe là-dessus que l'équipe de riposte, ce n'est ni cash, encore moins le FCC ou ne sais pas de l'opposition. Nous devons recadrer les choses et dire que cette équipe, au nom de la science, doit dire la vérité au peuple congolais, mais la vraie vérité. Et non pas la vérité de ce que la mafia internationale, via l'OMS, veut faire comprendre au peuple congolais. Nous avons vu quelques scandales. Notre aîné papa, Mouyembe, qui représente l'UNRB, on veut les faire comprendre ou les diriger selon ce que la mafia internationale veut faire comprendre et attendre l'hécatombe dans notre pays. Il n'y aura pas l'hécatombe dans cette affaire ici. Vous comprenez? Donc parlons de la science, évitons personnifier la politique au nom de la science. Merci maître Michel Kitoko pour votre brillante intervention. Norbert Yamba. Non, détention pour chuter. Dernier sujet. Détention provisoire de Vital Kamerhe. Dans quelques jours, le procès va démarrer. D'aucuns accusent l'UDPS d'être derrière ces démêlés judiciaires. Vous êtes de l'UDPS. Comment réagissez-vous? Merci beaucoup. Mais moi, j'ai toujours eu difficile. Quand j'écoute Michel Kitoko, il a un problème de logique formelle. C'est lui qui dit que non, on doit arrêter la corruption, on doit arrêter ceci, etc.
il se pose un problème de présomption d'une corruption, etc. Mais la personne demande pardon. Surestimation, on connaît. Mais elle a demandé pardon, celle qui est venue avec les chiffres. Elle a demandé pardon à un moment. Allez-y, c'est pas Michel, je ne suis pas au Sénat. J'allais dire que je suis quand même consultant, agréé dans la gestion des affaires publiques. C'est connu les procédures d'urgence, les procédures de ceci, le marché gré à gré, les adjudications par formatation, etc. C'est connu. Et donc, nous voulons mettre en place un état de droit. Et cet état de droit doit aider à ce que chaque citoyen soit en mesure de poser des questions. Lorsqu'on regarde le travail, mon frère disait tout à l'heure avec un tel montant, je m'excuse beaucoup, avec un tel montant, on peut faire beaucoup de choses. Michel, attention, il existe une notion, parce que vous aimez parler de politologue, mais il y a l'open data, l'accessibilité à l'information qui devient la denrée alimentaire de chaque citoyen. L'information doit circuler pour construire la performance des institutions. Mais les sujets... Je m'excuse. Allez-y. Il faut toujours apprendre quand je prends parole comme je retire ça. Donc je voudrais simplement vous dire que les informations doivent circuler. Et cela doit arriver en destination du citoyen. Et le citoyen a droit de regard, en fortiori un député ou un sénateur. Il a droit de poser la question pour savoir ce qui s'est passé. Et la responsabilité du président du Sénat, c'était de donner des éléments de réponse. Alors maintenant, on dit non, ils se sont réconciliés. Ils se sont réconciliés entre eux. Ils se sont demandé pardon. Ils se sont demandé pardon, mais cela n'enlève pas la pertinence du problème. Et c'est là justement que moi j'appuie mon président qui voudrait mettre en place cette agence pour traquer les vautours, les profiteurs, les corrompus dont on accuse aujourd'hui Moukouna. Quand il dénonce, on dit non, Moukouna n'a pas le niveau qu'il faut. Je ne sais pas, il faut avoir un seuil pour poser un problème. Et le paysan n'aura plus droit à la parole. Alors, pour revenir à la question que vous posez, celle de savoir, Vital Kamerhe, vous dites que c'est l'UDPS. Là aussi, ça frise un peu l'adolescence retardée d'un certain nombre de personnes. Nous nous trouvons devant une question de présomption. Et Michel connaît. Et mon frère qui a géré, c'est que c'est un projet. Un projet, c'est l'ensemble des ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières. Et lorsqu'on vous confie ces responsabilités, vous êtes censé avoir un devoir de redevabilité. Vous êtes censé mettre ça pour que effectivement les gens sachent que vous avez été responsabilisé. Voilà, vous avez fait conformément aux prévisions, conformément aux résultats entendus. Nous avons eu des questions de présomption, il y a eu des contradictions au niveau des chiffres entre le directeur du cabinet à l'époque, le ministre des Finances, se sont contredits sur la place publique, ils auraient pu harmoniser. Il y a aussi la commission qui a été mise en place par le gouvernement. Des contradictions flagrantes qui ont nécessité à ce qu'on puisse justement aller vers la justice. Et la justice a pris ses responsabilités. Vital Kamerhe est censé être innocent. Il est présumé innocent. Et donc maintenant on dit, Monsieur Vital, on a remis, il y a eu passation de marché. Ok. Vous qui avez eu la responsabilité de gérer, ce que dit tel bénéficiaire, est-ce que ça s'est passé de cette manière-là? Il doit éclairer. Nous sommes des alliés et nous voulons construire un état de droit. Vital, dans son programme, avant qu'il n'adhère à notre vision, il avait déjà tout un chapitre sur l'impunité, contre la corruption. Quand on le fait, une affaire judiciaire, on dit c'est l'UDPS. À quel niveau l'UDPS intervient? Merci beaucoup. C'était votre dernier tour de parole. On va chuter une seconde ou deux, non, une minute. Non, mais je n'ai pas eu la parole, la dernière. Oui, affaire Vital Kamerhe, qu'est-ce que ça cache? D'abord, ce que je voudrais dire ici, je veux rebondir avant de répondre à cette question. Quand je suis mon aîné Norbert Yamba Yamba et je suis mon aîné Michel Kitoko, c'est comme s'il y a un flou. Parce que quelque part, il y a une stratégie de vouloir se dédouaner de la part de mon aîné Norbert Yamba Yamba lorsqu'on parle du FCC. Alors que tous aujourd'hui, nous savons qu'ils réclament être dans une alliance FCC Cash. Oui. Or, lorsqu'ils sont dans une alliance FCC Cash, le méfait ou le comportement délictueux de la
cause directement le tort à l'autre. Donc, je ne peux pas comprendre que mon aîné Norbert Yamba Yamba se dédouane lorsqu'on parle de Tambo Mwamba. Donc, si aujourd'hui, le peuple a compris justement que Monsieur Tambo Mwamba a fait de faux fouillants pour ne pas répondre à la question de la gestion de l'argent du contribuable, c'est justement le fait de cette alliance-là. Donc c'est une alliance qui n'est pas pour la justice, c'est une alliance qui n'est pas pour la reddition de comptes, puisqu'il faut dire que l'argent qu'il gère, ce n'est pas l'argent de cette personnalité-là, mais plutôt l'argent du contribuable, l'argent du peuple congolais, d'où le peuple doit s'élever pour faire en sorte que ces deux partenaires nous quittent par deux voies prévues, de manière à ce que le peuple impose sa démocratie, sa manière de temps de parole, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ce n'est pas grave. Maintenant, la question de Vital Kamerhe. Ce n'est pas grave, on n'a plus le temps. Je veux juste rebondir un peu sur ce que Yamba Yamba a dit. Monsieur Yamba Yamba. Monsieur Yamba Yamba. Oui, non, sincèrement, pardon. La fois, parce que je vous avais dit que vous êtes parmi les personnes que je respecte. Merci, je vous taquine un peu pour amuser la gueule. Très bien, mais Monsieur Yamba Yamba a dit quelque chose qui m'a un peu tiqué. Il a dit que le directeur de cabinet de l'époque. Non, Kamerhe est toujours directeur de cabinet. C'est dans les choses. C'est de bas blesse. Je retire ça. Ah, c'est bien. Pourquoi? Parce que on dit qu'il y a un état des droits. L'état des droits suppose certaines règles, une certaine pratique. Lorsqu'un haut fonctionnaire, un ministre, est cité dans un dossier judiciaire, la première réaction normale, on démissionne. Normal, on démissionne. Ça fait aujourd'hui plus de 20 jours. Vital Kamerhe se trouve à Makala, il est toujours directeur des cabinets. Et en même temps, le président de la République qui a justement le droit de le démettre ou de le suspendre, ne le fait pas. Ils sont toujours ensemble. Le temps des droits, franchement, ça ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, pour revenir sur l'affaire Kamerhe, nous disons seulement ceci. On nous dit que Kamerhe, comme M. Mayama dit, jusqu'à preuve du contraire, il est encore innocent. Ok? Même si vraiment il y a des indices qui le criminent. Mais en même temps, moi je me pose des questions. Si réellement Kamerhe a détourné l'argent, autant d'argent, il ne pouvait pas le faire seul. Certainement, il y a un réseau. Je prends le cas, par exemple, du Conseil spécial en matière de sécurité du président. C'est l'homme qui est censé connaître tout ce qui se passe au pays. L'homme le plus informé. Dans le cabinet présidentiel. Merci. Il ne savait pas ce qui s'est passé. S'il ne savait pas, donc le pays est en danger. On a affaire avec un conseiller qui ne connaît pas ce qui se passe. S'il savait, donc il est quelque part complice. Alors, il n'a pas dit ça au président. Une question peut se poser. Merci beaucoup. Maître Michel Kitoko, votre point de vue sur ce sujet. En tout cas, je suis étonné en même temps que nous sommes en train d'émettre des avis et que nous savons très bien que Yamba Yamba le sait et tout le monde le sait. Monsieur Yamba Yamba. S'il vous plaît. Il est comme ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a personne qui est né avec l'adjectif de monsieur. Hein. C'est ton grand frère, Michel. La grandeur de confrérie n'a rien à voir avec l'adjectif monsieur. Hein. Qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Hein. Mais c'est quand même. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense que c'est quand même. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'exigence de la démocratie nous impose une discipline qui consiste à dire les choses sur le plateau et à la face, non seulement de tous les Congolais, à la face du monde. On n'a plus le temps, maître. La vérité de ce que nous pensons. Ma lecture est simple. Lorsque le directeur de cabinet du président de la République actuelle est aux arrêts, ça veut dire que le juge a des éléments, le procureur a des éléments réels, les indices sérieux qui permettent à ce qu'il le retienne. Sinon, il aurait laissé mener l'enquête jusqu'à les traduire devant des juges qui devaient prendre sa responsabilité pour dire, bon voilà, à partir de là, on le condamne, on ne le condamne pas. Et s'il le retient, et d'ailleurs, il a refusé à plus de 2 fois la liberté conditionnelle. Ça veut dire qu'il a des éléments lesquels vont permettre au procureur à défendre pour montrer la culpabilité. Donc, de ce point de vue, l'honnêteté et l'élégance intellectuelle auraient été que le directeur de cabinet démissionne parce qu'à lui, on a attaché l'ordonnance, le nommant comme directeur de cabinet du président de la République, c'est à lui de démissionner pour être libre devant la justice et travailler, non pas, comparaître, non pas en tant que directeur du cabinet du président de la République, mais en tant que citoyen face à la justice de notre pays, si nous voulons un état de droit. Monsieur Norbert Yamba, 30 secondes. Merci bien. Le débat est assez intéressant, équilibré, avec des personnes qui ont quand même quelque chose à dire. Et je pense qu'on s'est respecté mutuellement. Ce qui est vrai, c'est que c'est un débat.
On peut être du RCC, on peut être de la coalition. Même à l'intérieur de la Mouka, il y a les courants Mouzito, il y a les courants Katumbi, courants Bemba. On peut toujours faire une discussion. C'est de la discussion que jaillisse la lumière. etc. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce débat spécial. Merci surtout à mes invités d'avoir répondu favorablement à mon invitation pendant cette période de confinement. J'espère que vous avez aimé ce débat politique, vous avez des suggestions, vous savez comment nous joindre. Merci à toutes et à tous et bon après-midi chez vous. Au revoir.